J'étais jeune, alors, et j'étudiais le droit. Un peu triste, un peu rêveur, imprégné d'une philosophie mélancolique, je n'aimais guère les cafés bruyants, les camarades braillards, ni les filles stupides. Je me levais tôt, et une de mes plus chères voluptés était de me promener seul, vers 8 heures du matin, dans la pépinière du Luxembourg. Vous ne l'avez pas connue, vous autres, cette pépinière. C'était comme un jardin, oublié de l'autre siècle. Un jardin, joli comme un doux sourire de vieille. Des haies touffues séparaient les allées étroites et régulières, allées calmes entre deux murs de feuillage taillés avec méthode. Les grands ciseaux du jardinier alignaient sans relâche ces cloisons de branches. Et de place en place, on rencontrait des parterres de fleurs, des plates-bandes de petits arbres rangés comme des collégiens en promenade, des sociétés de rosiers magnifiques et des régiments d'arbres à fruits. Tout un coin de ce ravissant bosquet était habité par les abeilles. Leurs maisons de paille, savamment espacées sur des planches, ouvraient au soleil leurs portes, grandes comme l'entrée d'un dé à coudre. Et tout le long du chemin, on rencontrait les mouches, bourdonnantes et dorées, vraies maîtresses de ce lieu pacifique, vraies promeneuses de ces tranquilles allées en corridor. Alors je venais là presque tous les matins, je m'asseyais sur un banc et je lisais. Parfois je laissais retomber le livre sur mes genoux pour rêver, pour écouter autour de moi vivre Paris et pour jouir du repos infini de ces charmilles à la mode ancienne. Mais je m'aperçus bientôt que je n'étais pas seul à fréquenter ce lieu dès l'ouverture des barrières. Je rencontrais parfois, nez à nez, au coin d'un massif, un étrange petit vieillard. Il portait des souliers à boucles d'argent, une culotte à pont, une redingote tabac d'Espagne, une dentelle en guise de cravate et un invraisemblable chapeau gris à grands poils qui faisait penser au déluge. Il était maigre, fort maigre, anguleux, grimaçant et souriant. Ses yeux vifs palpitaient et s'agitaient sous un mouvement continu des paupières. Et il avait toujours à la main une superbe canne à pomodore qui devait être pour lui quelques souvenirs magnifiques. Alors ce bonhomme m'étonna d'abord, puis m'intéressa outre mesure. Je le suivais à travers les murs de feuilles. Je le guettais de loin, m'arrêtant au détour des bosquets pour l'être point vu. Et voilà qu'un matin, comme il se croyait bien seul, il se mit à faire de singuliers mouvements. Quelques petits bonds d'abord, puis une révérence. Puis il battit de sa jambe grêle un entrechat encore alerte. Et il commença à pivoter galamment, sautillant, se trémoussant d'une façon drôle, souriant comme devant un public, arrondissant les bras, faisant des grâces, tortillant son pauvre corps de marionnette et adressant dans le vide de légers saluts attendrissants et ridicules. Il dansait. Alors je demeurais pétrifié d'étonnement, me demandant lequel des deux était fou, lui ou moi. Et tout à coup il s'arrêta,
s'avança comme font les acteurs sur la scène, puis s'inclina en reculant, avec des sourires gracieux et des baisers de comédienne qu'il jetait de sa main tremblante aux 2 rangées d'arbres taillés. Puis il reprit avec gravité sa promenade. À partir de ce jour-là, je ne le perdis plus de vue. Et tous les matins, il recommençait son exercice invraisemblable. Une envie folle me vint de lui parler, je me risquai, et l'ayant salué, je lui dis « Il fait bien bon aujourd'hui, monsieur. » « Oui, c'est un vrai temps de jadis. » 8 jours plus tard, nous étions amis, et je connus son histoire. Il avait été maître de danse à l'opéra. Sa canne était un cadeau du comte de Clermont, et quand on lui parlait de danse, il ne s'arrêtait plus de bavarder. Or, voilà qu'un jour, il me confia « J'ai épousé la castrice, monsieur. Je vous présenterai si vous voulez, mais elle ne vient ici que sur le tantôt. Ce jardin, voyez-vous, c'est notre plaisir et notre vie. Il nous semble que nous ne pourrions plus exister si nous ne l'avions point. Cela est vieux et distingué, n'est-ce pas? Je crois y respirer un air qui n'a point changé depuis mon enfance. Ma femme et moi, nous y passons tous les après-midi, mais moi je viens dès le matin, car je me lève de bonne heure. Dès que j'eus fini de déjeuner, je retournai au Luxembourg, et bientôt, j'aperçus mon ami qui donnait le bras, avec cérémonie, à une toute vieille petite femme, vêtue de noir, et à qui je fus présenté. C'était la castrice, la grande danseuse, aimée des princes, aimée du roi, aimée de tout le siècle galant qui semble avoir laissé dans le monde une odeur d'amour. Nous nous assîmes sur un banc de pierre. C'était au mois de mai. Un parfum de fleurs voltigeait dans les allées proprettes, et un bon soleil glissait entre les feuilles, et semait sur nous de larges gouttes de lumière. La robe noire de la castrice semblait toute mouillée de clarté, et le jardin était vide. Expliquez-moi donc ce que c'était que le menuet. Le menuet, monsieur, c'est la reine des danses et la danse des reines, entendez-vous? Depuis qu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus de menuet. Et il commença, en style pompeux, un long éloge dithyrambique auquel je ne compris rien. Je voulais me faire décrire les pas, tous les mouvements, les poses, et il s'embrouillait, s'exaspérant de son impuissance, nerveux et désolé. Et tout à coup, se tournant vers son antique compagne, toujours grave et silencieuse. Élise, veux-tu dit, oh veux-tu, tu serais bien gentille, veux-tu que nous montrions à monsieur ce que c'était? Elle tourna des regards inquiets de tous les côtés, se leva sans dire un mot et vint se placer en face de lui. Je vis alors une chose inoubliable. Ils allaient et venaient avec des simagrées enfantines, se souriaient, s'inclinaient, sautillaient, pareil à 2 vieilles poupées qu'aurait fait danser une mécanique ancienne un peu brisée. Je les regardais, le cœur troublé de sensations extraordinaires, l'âme émue d'une indicible mélancolie. Il me semblait voir une apparition lamentable et comique, l'ombre démodée d'un siècle. J'avais envie de rire et besoin de pleurer.
Tout à coup, ils s'arrêtèrent. Ils avaient terminé les figures de la danse. Et pendant quelques secondes, ils restèrent debout, l'un en face de l'autre, grimaçant d'une façon surprenante. Puis ils s'embrassèrent, en sanglotant. Je partais 3 jours plus tard pour la province. Je ne les ai point revus depuis. Mais quand je revins sur Paris 2 ans après, on avait détruit la pépinière. Que sont-ils devenus sans ce cher jardin d'autrefois, avec son odeur du passé, avec ses jardins en labyrinthe, avec le détour gracieux des charmilles? Sont-ils morts? Ou errent-ils par les rues modernes comme des exilés sans espoir? Ou dansent-ils, spectres fallots, un menuet fantastique, entre les cyprès d'un cimetière, le long des sentiers bordés de tombes au clair de lune? Leurs souvenirs me hantent, m'obsèdent, me torturent, demeurent en moi comme une blessure. Pourquoi? Je n'en sais rien.
Mes chers amis, vous n'y comprenez rien. Je le conçois. Vous me croyez devenu fou. Je le suis, peut-être un peu, mais non pas pour les raisons que vous supposez. Oui, je me marie. Voilà. Cependant, mes idées, mes convictions n'ont pas changé. Je considère l'accouplement légal comme une bêtise. Je suis certain que 8 maris sur 10 sont cocus. Et ils ne méritent pas moins pour avoir eu l'imbécilité d'enchaîner leur vie, de renoncer à l'amour libre, la seule chose gaie et bonne au monde, de couper l'aile à la fantaisie qui nous pousse sans cesse à toutes les femmes. Plus que jamais, je me sens incapable d'aimer une femme, car j'aimerais toujours trop toutes les autres. Je voudrais avoir 1000 bras, 1000 lèvres, 1000 tempéraments, pour pouvoir étreindre en même temps une armée de ces êtres charmants et sans importance. Et cependant, je me marie. J'ajoute que je ne connais guère ma femme de demain, et je l'ai vue seulement 4 ou 5 fois. Je sais qu'elle ne me déplaît point, et cela me suffit pour ce que j'en veux faire. Elle est petite, blonde et grasse. Après-demain, je désirerai ardemment une femme grande, brune et mince. Elle n'est pas riche. Elle appartient à une famille moyenne. C'est une jeune fille comme on en trouve à la grosse, bonne à marier, sans qualité, sans défaut apparent, dans la bourgeoisie ordinaire. On dit d'elle, mademoiselle Lajolle est bien gentille, et on dira demain, elle est fort gentille, madame Raymond. Elle appartient enfin à la légion de jeunes filles honnêtes dont on est heureux de faire sa femme, jusqu'au jour où on découvre qu'on préfère justement toutes les autres femmes à celles qu'on a choisies. Alors pourquoi me marier, direz-vous? J'ose à peine vous avouer l'étrange et invraisemblable raison qui me pousse à cet acte insensé. Je me marie pour n'être pas seul. Je ne sais comment dire cela, comment me faire comprendre, vous aurez pitié de moi. Vous me mépriserez, tant mon état d'esprit est misérable, mais je ne veux plus être seul la nuit. Je veux sentir un être près de moi, contre moi, un être qui peut parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Je veux pouvoir briser son sommeil, lui poser une question quelconque, brusquement une question stupide, pour entendre une voix, pour sentir habiter ma demeure, pour sentir une âme en éveil, un raisonnement en travail, pour voir, allumant brusquement ma bougie, une figure humaine à mon côté, parce que je n'ose pas avouer cette honte, parce que j'ai peur tout seul la nuit. Vous ne me comprenez pas encore, je n'ai pas peur d'un danger. Un homme entrerait, je le tuerais, sans frissonner. Je n'ai pas peur des revenants. Je ne crois pas au surnaturel. Je n'ai pas peur des morts. Je crois à l'anéantissement définitif de chaque être qui disparaît. Alors, j'ai peur de moi. J'ai peur de la peur. J'ai peur des spasmes de mon esprit qui s'affole. J'ai peur de cette horrible sensation de la terreur incompréhensible. Et cela est affreux, inguérissable. J'ai peur des murs, des meubles, des objets familiers qui s'animent pour moi d'une sorte de vie animale. J'ai peur surtout du trouble horrible de ma pensée qui m'échappe, brouillée, dispersée par une mystérieuse et invisible angoisse.
Alors je sens d'abord une vague inquiétude qui me passe dans l'âme et me fait courir un frisson sur la peau. Je regarde autour de moi. Rien. Et je voudrais quelque chose. Quoi? Quelque chose de compréhensible, puisque j'ai peur uniquement parce que je ne comprends pas ma peur. Je parle, j'ai peur de ma voix, je marche, j'ai peur de l'inconnu, de derrière la porte, de derrière le rideau, de dans l'armoire fermée, de sous le lit. Bien qu'il n'y ait rien que je le sache, je me retourne brusquement parce que j'ai peur de ce qui est derrière moi, bien qu'il n'y ait rien. Et je m'agite, et je sens mon effarement grandir, et je m'enferme dans ma chambre, et je m'enfonce dans mon lit, je me cache sous mes draps, et blotti, roulé comme une boule, je ferme désespérément les yeux, et je demeure ainsi pendant un temps infini, avec cette pensée que ma bougie demeure allumée sur ma table de nuit, et qu'il faudrait pourtant l'éteindre, et je n'ose pas. N'est-ce pas affreux d'être ainsi? Autrefois, je n'éprouvais rien de cela. Je rentrais tranquillement. J'allais et venais en mon logis sans que rien ne troublât la sérénité de mon âme. Si l'on m'avait dit quelle maladie de peur, invraisemblable, stupide et terrible, devait me saisir un jour, j'aurais bien ri. J'ouvrais les portes dans l'ombre avec assurance. Je me couchais lentement, sans pousser les verrous, et je ne me relevais jamais au milieu des nuits pour m'assurer que toutes les issues de ma chambre étaient fortement closes. Cela a commencé l'an dernier, d'une singulière façon. C'était en automne, par un soir humide. Quand ma bonne fut partie après mon dîner, je me demandais ce que j'allais faire et je marchais quelque temps à travers ma chambre. Je me sentais là, accablé, sans raison, incapable de travailler, sans force même pour lire. Une pluie fine mouillait les vitres et j'étais triste. Tout pénétré par une de ces tristesses sans cause qui vous donnent envie de pleurer et qui vous font désirer de parler à n'importe qui pour secouer la lourdeur de notre pensée. Je me sentais seul. Mon logis me paraissait vide, comme il n'avait jamais été. Une solitude infinie et navrante m'entourait. Que faire? Alors je m'assis. Bientôt, une nervosité me courut dans les jambes, et je me relevai, je remis de nouveau à marcher. J'avais sans doute un peu de fièvre car mes mains se brûlaient. Je pensais que l'humidité de dehors entrait chez moi. Alors, l'idée de faire du feu me vint. Et j'en allumai. C'était la première fois de l'année. Je m'assis de nouveau et je regardais la flamme. Mais bientôt, l'impossibilité de rester en place me fit me relever à nouveau et je sentais que je devais m'en aller, me secourir, trouver quelqu'un. Alors, je sortis.
Et j'allais chez 3 camarades que je ne rencontrais pas. Puis je gagnais le boulevard, décidé à découvrir une personne de connaissance. Et il faisait triste partout. Les trottoirs trempés luisaient, et une tiédeur d'eau, de ces tiédeurs qui vous glacent par frissons brusques, une tiédeur pesante de pluie, impalpable, semblait accabler la rue, lasser et obscurcir la flamme du gaz. Alors j'allais d'un pas mou, me répétant je ne trouverais personne avec qui causer. Et j'inspectais plusieurs fois les cafés, depuis la Madeleine jusqu'au faubourg Poissonnière. Des gens tristes, assis devant des tables, semblaient n'avoir pas même la force de finir leur consommation. Alors j'irai longtemps ainsi. Et vers minuit, je me mis en route pour rentrer chez moi. J'étais fort calme et fort las. Toc, toc. Mon concierge, qui se couche avant 11 heures, m'ouvrit tout de suite, contrairement à son habitude. Je pensais, tiens, un autre locataire vient sans doute de remonter. Quand je sors de chez moi, je donne toujours à ma porte 2 tours de clé. Je la trouvais simplement poussée. Cela me frappa. Je pensais qu'on m'avait monté des lettres dans la soirée. J'entrais. Mon feu brûlait encore et éclairait même un peu l'appartement. Je pris une bougie pour l'allumer au foyer lorsqu'en jetant les yeux devant moi, j'aperçus quelqu'un assis dans mon fauteuil et qui se chauffait les pieds en me tournant le dos. Je n'eus pas peur, pas le moins du monde. Une supposition très vraisemblable me traversa l'esprit, celle qu'un de mes amis était venu pour me voir. Mon concierge, prévenu par moi à ma sortie, avait dit que j'allais rentrer, avait prêté sa clé. Et en un instant, toutes les circonstances de mon retour me revinrent à la pensée. Le cordon tiré tout de suite et ma porte seulement poussée. Et mon ami, dont je ne voyais que les cheveux, s'était endormi dans mon fauteuil en m'attendant. Je m'avançais pour le réveiller. Je le voyais parfaitement. Un de ses bras pendait à droite. Ses pieds étaient croisés l'un sur l'autre. Et sa tête, penchée sur le côté gauche du fauteuil, indiquait bien le sommeil. Je me demandais qui est-ce, car on y voyait peu dans l'appartement. Et j'avançai la main pour lui toucher l'épaule. Quel sursaut, miséricorde! Il n'y avait plus personne. Je rencontrais le bois du siège, le fauteuil était vide. Alors je me retournai d'abord comme si un danger impérieux était paru devant moi. Puis, le besoin de regarder le fauteuil nouveau me fit pivoter encore une fois et je demeurai debout, haletant d'épouvante, tellement éperdu que je n'avais plus une pensée, prêt à tomber. Mais je suis un homme de sang-froid, et tout de suite la raison me revint. Je pensais, je viens d'avoir une hallucination. Voilà tout. Et je réfléchis immédiatement à ce phénomène. La pensée va vite dans ces moments-là. J'avais une hallucination. C'était là un fait incontestable. Or, mon esprit était demeuré tout le temps lucide, fonctionnant régulièrement et logiquement. Il n'y avait donc aucun trouble du côté du cerveau. Les yeux seuls s'étaient trompés. Oui, les yeux avaient trompé ma pensée. Les yeux avaient une vision, de ces visions qui font croire au miracle les gens naïfs. C'était là un accident nerveux de l'appareil optique, rien de plus, un peu de congestion peut-être. Et j'allumai la bougie au foyer.
Je m'aperçus en me berçant vers le feu que je tremblais. Je n'étais point tranquille, assurément. Alors je fis quelques pas, je parlais haut, je chantais à mi-voix quelques refrains. Je fermais la porte de ma chambre à double tour. Je me sentis un peu rassuré. Personne ne pouvait entrer au moins. Alors je m'assis à nouveau. Et je réfléchis longuement à mon aventure. Puis je me couchais. Et je soufflais ma lumière. Pendant quelques minutes, tout alla très bien. Je demeurais sur le dos assez paisiblement. Puis, le besoin me vint de regarder dans ma chambre. Et je me mis sur le côté. Mon feu n'avait plus que 2 ou 3 tisons rouges qui éclairaient juste les pieds du fauteuil et je crus revoir l'homme assis dessus. J'enflammais une allumette d'un mouvement rapide. Je m'étais trompé. Je ne voyais plus rien. Je me levais cependant et j'allais cacher le fauteuil derrière mon lit. Puis je refis l'obscurité et je tâchais de redormir. Je n'avais pas perdu connaissance depuis plus de 5 minutes quand j'aperçus, en songe, et net, comme dans la réalité, toute la scène de la soirée. Alors je me réveillai éperdument, et ayant éclairé mon logis, je demeurai assis dans mon lit, sans oser même essayer de redormir. 2 fois cependant, le sommeil m'envahit malgré moi pendant quelques secondes. 2 fois, je revis la chose. Je me croyais devenu fou.
Quand le jour parut, je me sentis guéri. Et je sommeillais paisiblement jusqu'à midi. C'était fini. Bien fini. J'avais eu la fièvre. Cauchemar. J'avais été malade, enfin. Je me trouvais néanmoins fort bête. Mais c'était fini. Bien fini. Puis ce jour-là, j'ai peur, tout seul, la nuit. Je la sens là, près de moi, autour de moi, la vision. Oh, elle ne m'est point apparue de nouveau, non, et qu'importe d'ailleurs, puisque je n'y crois pas, puisque je sais que ce n'est rien. Elle me gêne cependant parce que j'y pense sans cesse. Une main pendait du côté droit, sa tête était penchée du côté gauche comme celle d'un homme qui dort. Allons assez, nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette obsession, pourtant? Pourquoi cette persistance? Ses pieds étaient tout près du feu. Qui? Il me hante, c'est fou, c'est ainsi. Je sais bien qu'il n'existe pas, que ce n'est rien. Il n'existe que dans mon appréhension, que dans ma crainte, que dans mon angoisse. Alors assez. Mais voilà, j'ai beau me raisonner, me roidir. Je ne peux plus rester seul chez moi, parce qu'il y est. Je ne le verrai plus, je sais bien. Il ne se montrera plus, c'est fini sous là, mais il est tout de même dans ma pensée. Il est derrière la porte, derrière le rideau, dans l'armoire fermée, sous le lit, dans tous les coins obscurs, dans toutes les ombres. Et si je tourne la porte, si j'ouvre l'armoire, si je baisse ma lumière, si j'éclaire tous les coins, toutes les ombres, alors il n'y est plus. Je me retourne, certain cependant que je ne le verrai pas, que je ne le verrai plus. Et ça n'est pas bon derrière moi, encore. C'est stupide, mais c'est atroce. Que voulez-vous? Je n'y peux rien. Mais si nous étions deux chez moi, je sens, oui, je sens assurément qu'il n'y serait plus.
Car il est là, parce que je suis seul. Uniquement parce que je suis seul. C'est l'heure de l'absinthe. Mesdames et messieurs, un petit verre d'absinthe. Rassurez-vous, ça ne rend presque pas fou. Mesdames. Bonsoir. De la vraie absinthe interdite. Je plaisante. Il y a du sirop d'orgeat aussi pour qu'il ne veut pas d'alcool. Un petit verre d'absinthe. Il y a du non-alcool aussi. Bonsoir. Un petit verre d'absinthe. Bonsoir. Sirop d'orgeat aussi. Les enfants là-bas. Les jolis grands enfants. En ai-je vu de drôles de choses et de drôles de filles. Aux jours passés où je canotais, que de fois j'ai eu envie d'écrire un petit livre titré Sur la scène, pour raconter cette vie de force et d'insouciance, de gaieté et de pauvreté, de fête robuste et tapageuse que j'ai menée de 20 à 30 ans. J'étais un employé, sans le sou, et j'avais au cœur 1000 désirs modestes et irréalisables qui me doraient l'existence de toutes les attentes imaginaires. Comme c'était bon et simple et difficile à la fois de vivre ainsi entre
le bureau à Paris et la rivière à Argenteuil. Ma grande, mon unique, mon absorbante passion pendant ces 10 années, ce fut la Seine. Ah, la belle, calme, variée et puante rivière pleine de mirages et d'immondices. Je l'ai tant aimée, je crois, parce qu'elle m'a donné, me semble-t-il, le goût de la vie. Comme d'autres ont des souvenirs de nuit tendre, j'ai des souvenirs de lever de soleil dans les brumes matinales, flottantes, errantes vapeurs, blanches comme des mortes avant l'aurore. Et, au premier rayon glissant sur les prairies, illuminées d'un rose à ravir le cœur. Et j'ai des souvenirs de lune, argentant l'eau frémissante et courante, d'une lueur qui faisait fleurir tous les rêves. Et tout cela, symbole de l'éternelle illusion, naissait pour moi sur de l'eau croupie de la Seine qui charriait vers la mer toutes les ordures de Paris. Puis, quelle vie gaie avec camarades. Nous étions 5, une bande. Et quand nous étions tous pauvres, nous avions fondé dans une affreuse gargote d'Argenteuil une colonie inexprimable qui ne possédait qu'une chambre dortoir où nous avons passé les plus folles soirées, certes, de notre existence. Nous n'avions souci de rien que de nous amuser et que de ramer. Car l'aviron pour nous, sauf pour un, était un culte. Je me rappelle de si singulières aventures, de si inexprimables farces inventées par ces 5 chenapans que personne aujourd'hui ne les pourrait croire. À nous 5, nous possédions un seul bateau. Lourd, une biole un peu lourde, mais solide, spacieuse et confortable. Je ne vous ferai point le portrait de mes camarades, mais il y avait un petit bleu, très malin sur mes petits bleus, un grand, l'air sauvage, les cheveux gris, les yeux noirs, surnommé Tomahawk. Un autre, spirituel et paresseux, surnommé la tauque. Le seul qui ne toucha jamais à une rame, sous prétexte qu'il ferait chavirer le bateau. Un mince, élégant, très soigné, surnommé Nakaneuil, parce qu'il portait toujours un monocle. Enfin, moi, qu'on avait baptisé Joseph Prunier. Nous vivions en parfaite intelligence, avec le seul regret de n'avoir pas une bareuse. Une femme, c'est indispensable dans un bateau. Indispensable parce que ça tient l'esprit et le cœur en éveil, parce que ça anime, ça amuse, ça pimente, ça fait décor, avec une ombrelle rouge glissant sur les berges vertes de la Seine. Mais il ne nous fallait pas une bareuse ordinaire, à nous 5 qui ne ressemblions guère à tout le monde, non. Il nous fallait quelque chose de drôle, d'imprévu, de prêt à tout enfin. On en avait essayé plusieurs sans succès. Des filles de bar, pas des barreuses, canotières imbéciles qui préfèrent toujours le petit vin qui grise à l'eau qui coule et qui porte les ioles. Alors on les gardait un dimanche et puis pouf, 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 on les congédiait avec des coups. Or, voilà qu'un samedi soir, Nakaneuil nous amena. Une petite créature, vive, sautillante, blagueuse et pleine de drôlerie. De cette drôlerie qui tient lieu d'esprit aux titis, mâles et femelles éclos sur le pavé de Paris. Elle était gentille, pas jolie, une ébauche de femme où il y avait de tout. Une de ces silhouettes que les dessinateurs crayonnent en 3 traits sur une nappe de café après dîner, entre un verre d'eau de vie et une cigarette. La nature en fait quelquefois comme cela. Le premier soir, elle nous étonna, nous amusa et nous laissa sans opinion tant elle était inattendue, tombée dans ce nid d'hommes prêt à toutes les folies. Elle devint bien vite maîtresse de la situation et dès le lendemain, elle nous avait conquis.
Elle était d'ailleurs tout à fait toquée, née avec un verre d'absinthe dans le ventre que sa mère avait dû boire au moment d'accoucher. Et elle ne s'était point dégrisée depuis, car sa nourrice, disait-elle, se refaisait le sang à coups de tafia. Et elle-même n'appelait jamais autrement que « ma sainte famille » toutes les bouteilles alignées derrière les comptoirs des marchands de vin. Bzz, bzz, bzz. Je ne sais plus lequel d'entre nous la baptisa Mouche, bzz, ni pourquoi ce nom lui fut donné, mais il lui allait bien, et il lui resta. Et notre yole, qu'on appelait Feuille à l'envers, fit flotter chaque semaine sur les eaux de la Seine, entre Asnières et Maisons-Laffitte, 5 gars, joyeux et robustes, schlac, gouvernés sous un parasol de papier peint, schlac, par une vive et écervelée personne, schlac, qui nous traitait comme des esclaves chargés de la promener sur l'eau, schlac, et que nous aimions beaucoup, schlac. Nous l'aimions tous beaucoup, pour 1000 raisons d'abord, pour une seule ensuite. Elle était à l'arrière de notre embarcation, une espèce de petit moulin à paroles, jacassant au vent qui glissait sur l'eau. Elle bavardait sans fin avec le léger bruit continu de ces mécaniques ailées qui tournent dans la brise. Elle disait étourdiment les choses les plus inattendues, les plus cocasses, les plus stupéfiantes. Il y avait dans cet esprit de la fantaisie comme dans un conte de fées, de la gauloiserie, de l'impudence, de l'impudeur, du comique et de l'air et du paysage comme dans un voyage en ballon. On lui posait sans cesse des questions pour provoquer des réponses trouvées, on ne sait où. Celle dont on la harcelait le plus était celle-ci. Pourquoi t'appelles-t-on Mouche? Et elle découvrait des raisons tellement invraisemblables que nous cessions de nager pour en rire. Elle nous plaisait aussi comme femme. La tauque, qui ne ramait jamais et qui passait tout le long du jour assis à côté d'elle au fauteuil de bar, répondit une fois à la question ordinaire « Pourquoi t'appelles-tu Mouche ?» Parce que c'est une petite cantaride. Oui, une petite cantaride, bzz, bourdonnante, bzz, et enfiévrante. Non pas la classique cantaride, empoisonneuse, brillante et mentholée, non. Une petite cantaride aux ailes rousses qui commençait à troubler étrangement l'équipage entier de la feuille à l'envers. Et que de plaisanteries stupides encore sur cette feuille où s'était arrêtée cette mouche. Nakaneuil, depuis l'arrivée de Mouche sur le bateau, avait pris au milieu de nous un rôle prépondérant, supérieur. Le rôle d'un monsieur qui a une femme à côté de 4 autres qui n'en ont pas. Il abusait de ce privilège au point de nous exaspérer parfois en embrassant Mouche devant nous, en l'asseyant sur ses genoux à la fin des repas et par beaucoup d'autres prérogatives humiliantes autant qu'irritantes. Zip, zip. On les avait isolés dans le dortoir par un rideau. Mais je m'aperçus bientôt que mes camarades et moi devions faire, au fond de nos cerveaux de solitaires, le même raisonnement. Pourquoi? En vertu de quelle loi d'exception, de quel principe inacceptable Mouche, qui ne semblait gênée par aucun préjugé, serait-elle fidèle à son amant, alors que les femmes du meilleur monde ne le sont pas à leur mari? Notre réflexion était juste. Nous en fûmes bientôt convaincus. Nous aurions dû le faire plus tôt pour n'avoir pas à regretter le temps perdu. Mouche trompa Nakaneuil avec tous les autres matelots de la feuille à l'envers. Elle le trompa sans résistance, sans difficulté, à la première prière de chacun de nous. Mon Dieu,
que les gens pudiques vont s'indigner beaucoup. Pourquoi? Quelle courtisane à la mode n'a pas une douzaine d'amants? Et lequel de ces amants est assez bête pour l'ignorer? On se met à 10 pour entretenir une cocotte qui fait de son temps une distribution difficile. Comme on se met à 10 pour posséder un cheval de course que monte un seul jockey. Véritable image de l'amant de cœur. On essaie, par délicatesse, mouche à Nakaneuil, du samedi soir au lundi matin. Séjour de navigation, schlac, 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 lui était réservé. Nous ne le trompions qu'en semaine, à Paris, loin de la Seine. Ce qui, pour des canotiers comme nous, n'était presque plus trompé. Mais la situation avait ceci de particulier que les 4 maraudeurs des faveurs de mouche n'ignoraient point ce partage. Ils en parlaient entre eux, et même avec elle, avec allusion voilée qui la faisait beaucoup rire. Seul, Nakaneuil semblait tout ignorer. Et cette situation spéciale faisait naître une gêne entre lui et nous, paraissait le mettre à l'écart, l'isoler, édifier une barrière à notre ancienne amitié, notre ancienne confiance. Cela lui donnait pour nous un rôle difficile, presque ridicule, le rôle d'un amant trompé, voire de mari. Et comme il était fort intelligent, doué d'un esprit spécial de pince sans rire, nous nous demandions quelquefois, avec une certaine inquiétude, s'il ne se doutait de rien. Il eut soin de nous renseigner d'une façon pénible pour nous. Nous allions déjeuner à Bougival. Nous ramions avec vigueur. Quand la tauque, qui avait ce matin-là une allure triomphante d'homme satisfait, et qui, assis côte à côte de la barreuse, semblait se serrer contre elle un peu trop librement, à notre avis, arrêta le bateau en criant « Stop !» Les 8 avirons sortirent de nous. Et se tournant vers sa voisine, il demanda « Pourquoi t'appelles-t-on Mouche ?» Et avant que Mouche n'eût temps de répondre, la voix de Nakaneuil, assis à l'avant du bateau, articula d'un ton sec « Parce qu'elle se pose sur toutes les charognes !» Il y eut d'abord un long silence, une gêne, que suivit une envie de rire. Mouche elle-même demeurait interdite. Alors, la tauque commanda « Avant partout !» Le bateau se remit en route. L'incident était clos. La lumière faite. Ce petit incident ne changea rien à nos habitudes. Elle rétablit juste la cordialité entre Nakaneuil et nous. Il redevint le propriétaire honoré de Mouche du samedi soir au lundi matin. Sa supériorité sur nous ayant été bien établie par cette définition, qui d'ailleurs clôtura l'ère des questions sur le mot mouche. Nous nous contentâmes, à l'avenir, du rôle secondaire d'amis, reconnaissants et attentionnés, qui profitaient discrètement des jours de la semaine sans contestation d'aucune sorte entre nous. Tout cela marcha très bien pendant 3 mois environ. Puis, tout à coup, Mouche prit vis-à-vis de nous des attitudes bizarres. Elle était moins gaie, inquiète, presque irritable. On lui demandait sans cesse « Mais enfin, qu'est-ce que tu as ?»« C'est rien, laissez-moi tranquille. » La révélation nous fut faite un samedi soir par Nakaneuil. Nous venions de passer à table, dans la petite salle à manger que notre gargotier Barbichon nous réservait dans sa guinguette. Le potage fini, on attendait la friture,
quand Nakaneuil, qui paraissait très soucieux, se leva d'abord et prit la main de Mouche. « Mes chers camarades, j'ai une communication des plus graves à vous faire, et qui entraînera peut-être de longues discussions. Nous aurons d'ailleurs tout le temps de raisonner entre les plats. Cette pauvre Mouche m'a annoncé une désastreuse nouvelle dont elle m'a chargé en même temps de nous faire part. Elle est enceinte. Et je n'ajouterai que deux choses. Ce n'est pas le moment de l'abandonner. Et la recherche de la paternité est interdite. Il y eut d'abord de la stupeur, la sensation d'un désastre. Nous nous regardions les uns les autres avec l'envie d'accuser quelqu'un. Ah oui, mais lequel? Lequel? Et puis peu à peu, une espèce de consolation nous vint, née au contraire d'un sentiment confus de solidarité. Tomahawk, qui ne parlait guère, formula ce début de rassérénement par ces mots. Eh ben ma foi, tant pis, l'union fait la force. Les goujons entrèrent, apportés par un marmiton. On ne se jetait pas dessus comme d'habitude. On avait tout de même l'esprit un peu trop. Nakaneuil reprit. Elle a eu en cette circonstance la délicatesse de me faire des aveux complets. Mes chers camarades, nous sommes tous également coupables. Donnons-nous la main et adoptons l'enfant. Alors, nous levâmes tous ensemble les bras sur le plat de poisson frit et on jura à l'unanimité, nous l'adoptons. Alors, sauvé tout d'un coup, délivré de l'horrible poids d'inquiétude qui torturait depuis 2 mois cette gentille pauvresse détraquée de l'amour, Mouche s'écria « Ah, mes amis, vous êtes de braves cœurs, merci, tous !» Et pour la première fois, nous vîmes Mouche pleurer devant nous. Dès lors, on parlait de l'enfant sur le bateau comme s'il était né déjà. Et chacun de nous s'intéressait avec une sollicitude de participation exagérée au développement lent et régulier de la taille de notre bareuse. Mouche, présente, un garçon ou fille? Garçon. Et que deviendra-t-il? Elle donnait alors essor à son imagination de la façon la plus extraordinaire. C'était des récits fantastiques depuis le jour de la naissance jusqu'au triomphe définitif dans le rêve naïf, attendrissant et passionné de cette extraordinaire petite créature qui vivait maintenant chaste entre nous 5, qu'elle appelait mes 5 petits papas. Son garçon, elle le vit et le raconta. Marin, découvrant un nouveau monde, plus grand que l'Amérique. Général, rendant à la France l'Alsace et la Lorraine. Empereur, fondant une dynastie de souverains généreux et sages qui donnaient à la patrie le bonheur définitif. Savant, découvrant tout d'abord le secret de la fabrication de l'or, puis le secret de la vie éternelle. Aéronaute, inventant le moyen d'aller visiter les astres, faisant du ciel infini une immense promenade pour tous les hommes, réalisation de tous les songes les plus imprévus et les plus magnifiques. Dieu, qu'elle fut aimable et gentille, la pauvre petite, jusqu'à la fin de l'été. Ce fut le 20 septembre que son rêve creva. Nous revenions de déjeuner à Maison Lafitte. À Saint-Germain, elle eut soif et nous demanda de nous arrêter au Pec. Depuis quelque temps, elle devenait lourde et cela l'ennuyait beaucoup. Elle ne pouvait plus gambader comme autrefois, ni bondir du bateau sur la berge comme elle avait coutume de le faire. Elle essayait encore,
malgré nos cris et nos efforts, et 1000 fois, sans nos bras saisis pour la tenir, elle serait tombée à l'eau. Ce jour-là, elle eut l'imprudence de vouloir débarquer avant que le bateau ne fût totalement arrêté, juste au moment où nous allions accoster. Et sans qu'on ait pu prévenir ni prévoir son mouvement, elle se dressa, prit son élan et essaya d'atteindre le quai. Trop faible, elle n'atteint que du bout du pied le bord de la pierre, glissa, heurta de tout son ventre l'angle aigu du quai, poussa un grand cri et disparut dans l'eau. Nous plongeâmes tous les 5 en même temps. Pour ramener un pauvre être défaillant, pâle comme une morte et souffrant déjà d'atroces douleurs. Il fallut l'amener bien vite à l'auberge la plus proche où un médecin fut appelé. Pendant les 10 heures que dura la fausse couche, elle supporta, avec un courage d'héroïne, les plus abominables tortures. Nous étions tous enfiévrés d'angoisse et de peur. Enfin, on la délivra d'un enfant mort. Et pendant quelques jours encore, nous eûmes pour sa vie les plus grandes peines. Le docteur, enfin, un matin nous dit: « Je crois qu'elle est sauvée. Elle est en acier, cette fille. » Nous entrâmes tous ensemble dans sa chambre, le cœur radieux. Nakaneuil parla pour nous tous. Plus de danger, petite mouche, nous sommes bien contents. Mes amis, si vous saviez, quel chagrin, je m'en consolerai jamais. Mais de quoi donc, petite mouche? Mais de l'avoir tué, car je l'ai tué, sans le vouloir, bien sûr. Vous l'avez vu, vous? Oui. C'était un garçon, n'est-ce pas? Oui, un garçon. Bon, n'est-ce pas? Alors, on hésita beaucoup. Petit Bleu, le moins scrupuleux, se décida à affirmer: « Oui, très beau. » Il eut tort, car elle se mit à gémir, presque à hurler de désespoir. Mais Nakaneuil, qui l'aimait peut-être le plus, eut alors pour la calmer une invention géniale. « Console-toi, petite mouche, console-toi, nous t'en ferons un autre. » Bien vrai? Et nous répondîmes tous en même temps: « Bien vrai !» C'est la mouche.
venu cet après-midi ou cette soirée. Grand merci donc à Jean-Louis, à la régie, qui est derrière. Et merci bien sûr à Côté Court et à la mairie de la ville de nous avoir accueillis pour ce spectacle qui s'est joué donc hier et aujourd'hui. Les prochaines, ce sera au mois de mai. Donc voilà. Donc, ce spectacle, ça fait à peu près la 100e représentation. Donc la prochaine création sera de la compagnie de Lierre, sera l'année prochaine autour d'une autre nouvelle de Maupassant qui s'appelle Le Horla et qui va s'inspirer de la deuxième nouvelle que vous avez vue tout à l'heure qui s'appelle donc Lui. Sauf que cette fois la mise en scène sera avec du tissu aérien, du cirque et des images numériques, donc on sera dans une autre dimension. En tout cas, ce sera encore mélangé théâtre et danse. Si vous voulez voir d'autres informations sur la compagnie de Lierre, vous pouvez laisser vos coordonnées à la sortie. Et puis un livre d'or, toujours plaisir d'avoir un petit message en partant. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Pour l'absinthe, juste un petit mot. En fait, c'était un partenaire absinthe qui vient de Fort-Calquier, pas très loin d'ici, et qui fait de l'absinthe artisanale, qui n'est pas illégale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ils ont juste enlevé de l'absinthe, la substance qui rend fou. Donc a priori, ce soir, si vous avez des accès de folie, ce n'est pas dû à l'absinthe, c'est dû à autre chose. Merci encore, et puis à tout de suite pour discuter, voir un peu. Merci. Le coq.